Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce forum d'échange. Ça se discute de ce jour. Nous allons évoquer deux sujets ce soir. Ce travail est confié par la CEDEAO au triumvirat Patrice Talon, Bola Tinubu et Embalo Sissoko, le président, respectivement le président de la République fédérale du Nigeria, de la République du Bénin, de la République de Guinée-Bissau, au fin de trouver des solutions, en tout cas des pistes, des propositions de pistes de solutions au péril djihadiste du moment auquel beaucoup de pays, en tout cas de la sous-région ouest africaine, sont confrontés. Il s'agira également de discuter avec les trois pays de la communauté qui sont dirigés par des juntes militaires. Je veux parler du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry pour voir avec eux dans quelle mesure les engagements pris pourront être tenus au sujet évidemment du calendrier électoral et aussi leur porter l'assistance qu'il faut pour les aider à traverser, disons, cette difficulté du moment. Parce que, bien évidemment, ces pays sont un peu plus touchés que les autres sauf peut-être la Guinée. Pour le Mali et le Burkina Faso, c'est beaucoup plus préant. Nous allons commencer par ce sujet. Et en second sujet, nous allons parler de cette décision du Conseil des ministres qui est venue quelque peu préciser les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. C'était une promesse du gouvernement. Là, on y voit un peu plus clair. Nous allons commencer par le premier sujet et ce sera avec Winner Innocent Godonou. Bonsoir. Oui, bonsoir Xavier, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Caïn. Bon, je le présente et vous le saluez après. D'accord. Journaliste et enseignant, Caïn Daniel Togla, bonsoir. Et Innocent Godonou vous salue. Bonsoir Caïn Daniel. Philosophe également. Voilà, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de mouvements. Les présidents nigériens et bissau-guinéens ont fait escale à Cotonou. Accompagnés du président béninois, ces trois présidents se sont déportés vers le Nigeria pour une séance avec le président Bola Tinubu. Il y a eu un communiqué final de ce qu'on a compris. Il y a un triumvirat de présidents de la République. En tout cas, ces trois pays ont été mandatés par la CEDEAO pour, je le rappelais tout à l'heure, dans la perspective de la lutte contre le terrorisme, essayer de proposer quelques pistes tangibles pouvant permettre à nos États de faire face de façon efficace aux difficultés du moment. Innocent Godonou, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, je pense que le terrorisme, c'est une menace internationale qui concerne pratiquement tous les pays, en l'occurrence, et les pays côtiers d'Afrique aussi, les pays de l'Interland. Et donc, cette préoccupation est très partagée. C'est surtout le moment de saluer le repositionnement du Bénin sur l'échiquier diplomatique et qui permet désormais bien de donner des responsabilités diplomatique à notre chef de l'État qui désormais est en phase ou qui a toujours été en phase avec les objectifs de la CEDEAO. J'ai moi personnellement apprécié ce ballet diplomatique parce que avant que le triumvirat ou carrément avant que Bassoum du Niger, Embalo de la Guinée, Bissau et aussi le président béninois Naï Tinubu, il y a eu une concertation à Cotonou avant. Et bien avant aussi, il y a eu des rencontres officielles entre le président béninois et son homologue nigérien. La préoccupation est tout à fait partagée et très pertinente dans la mesure où l'insécurité est en train de gagner du terrain dans l'espace CEDEAO. Et longtemps, des réflexions ont évolué. Nous avons appris l'opération Coup d'Anglou, qui incluait pratiquement et les pays anglophones et les pays francophones de la CEDEAO. Donc, c'était déjà une réponse timide ou une réponse qui est en train d'être apportée. Maintenant, la volonté politique suit
je pense que la solution pourra être trouvée à travers une concertation transnationale. Parce que au-delà en fait, de cette insécurité que le terrorisme crée, il y a aussi, d'une manière ou d'une autre, quelques troubles politiques qui ont amené certains présidents à l'installation ou à la création d'un certain nombre de jeunes au pouvoir. Ce qui concerne le cas de la Guinée-Conakry, c'est pas au fait un problème qui est lié au terrorisme. C'est pas ça qui a amené non, bon, ça peut arriver Doumbouya. au pouvoir. Ils sont Voilà, donc sont pris en compte parce que si la Côte d'Ivoire est menacée par des groupes terroristes, la Guinée qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire aussi peut être sujette à ça. Est-ce qu'on peut dire aussi que disons, le leadership retrouvé le fait vraisemblablement que le Nigeria veuille retrouver une position, en tout cas de leader dans la sous-région, parce que l'activisme, ce nouvel activisme le montre carrément, de prendre le leadership, en tout cas de ce côté-là de la sous-région, parce que on est allé très vite, on a l'impression que pour une fois, la CEDEAO a quelque peu envie de marquer son territoire, de se faire... En tout cas, il y a un changement de méthode. Là, on parle de proposition, on parle de réflexion, même si le discours est ferme. Bola Tinubu l'a répété à la CEDEAO, à l'occasion de ce sommet. Il faudra que les jeunes militaires respectent leurs engagements. Il y a un discours de fermeté. En même temps, la CEDEAO réfléchit à accompagner de la manière la plus efficace possible. Oui, je partage cette préoccupation et elle est d'ailleurs tout à fait légitime. Déjà, en 2024, le Nigeria va prendre la présidence de la CEDEAO et tel un shérif, parce que vous savez très bien, plus de 60% des recettes sur le plan économique sont générées par le Nigeria. Donc c'est une puissance économique dans la sous-région. Et pour véritablement asseoir cette puissance économique, il faut quand même prendre des garanties sécuritaires. Le Nigeria est confronté au terrorisme et à côté, il y a des États qui sont dirigés par des juntes militaires. Et donc, c'est deux situations qui méritent forcément d'être remédiées. Et là, ça va contribuer peut-être à une très bonne ambiance dans les relations entre les pays. Donc, je pense que le changement de régime au Nigeria a créé quelque peu un changement de philosophie dans le mode de gouvernance. Et je pense que l'option que Bola Tinubu a prise est d'ailleurs la meilleure, parce que, étant donné que c'est lui qui constitue d'une manière ou d'une autre une puissance économique, et donc les grandes décisions, le Nigeria pourra forcément les prendre. Et vous vous rappelez aussi, le Nigeria était cette nation ou ce pays qui avait créé l'ECOMOG en son temps et qui avait des missions. La CEDEAO avait créé l'ECOMOG, mais bon, le Nigeria fournissait plus de militaires. Donc, il y a une certaine responsabilité, une grande responsabilité qui est dévolue au Nigeria. Donc, l'actuel shérif, entre griffes, que Tinubu incarne, c'était tout à fait une légitimité, et ça est en train d'impacter déjà les relations entre le Nigeria et les autres pays de la CEDEAO. Voilà, sur la même question, le président Patrice Talon clairement veut assumer ces responsabilités-là à côté du Nigeria, parce que pour les autres, ils assument simplement leurs responsabilités, que ce soit le président Mbalo qui est encore en fonction, le président Bazoum, ça statutairement. Les deux autres, le Nigeria assume sa position dans la perspective de la présidence de la CEDEAO. Le Bénin également fait partie de la solution par l'intermédiaire du président de la République. Oui, je crois que les cinq, ils sont cinq, je crois. Non, trois pays qui ont été demandés. Les autres ont complété le mais ce sont trois pays qui sont précisément. Cette mesure que la CEDEAO a prise me semble beaucoup plus pratique que ce qui se faisait par le passé dans la gestion de ces différentes crises sécuritaires que nous connaissons dans l'espace CEDEAO et dans le monde aujourd'hui. Et par rapport à la position de notre président de la République, M. c'est que
nouvelle dynamique de revécu ou bien de renouvellement de relations avec le Nigeria. Les deux têtes là, qui se sont, je vais dire d'une manière ou d'une autre, réconciliées, ont donné une idée à la CEDEAO comme quoi il faut profiter de cette nouvelle relation qui a démarré là pour donner l'exemple de ce que seul on ne peut pas s'en sortir, ensemble c'est encore mieux. La version diplomatique du Bénin aujourd'hui est très bien passée, que ce soit dans l'espace régional, sous-régional ou bien international. Donc, cette aura que le président Talon a aujourd'hui lui permet justement d'avoir ce crédit-là pour parler, et parler non seulement en tant qu'un pays menacé par la crise et par cette crise sécuritaire, mais également en tant qu'un concepteur de nouvelles stratégies de réforme. Et dans la sécurité internationale aujourd'hui, il ne faut pas se voir la face. Les vieilles méthodes ne marchent plus. Les vieilles méthodes ne marchent plus. Donc, les réformistes et les réformateurs sont les bienvenus. Sont les bienvenus dans la règle de la gestion de la crise. Et ce que je voudrais ajouter, c'est quoi? Il faut dire que le président Tinubu a à cœur une solution immédiate pour la crise, et il a dit, c'est-à-dire il faut faire cesser les crises internes avant de pouvoir venir à bout des crises régionales, bien sûr régionales. Et c'est pour ça qu'il va inviter les différents présidents, la jeune militaire ou bien et les putschistes, à vite faire anticiper, à tenir à bonne date les élections qui ont été déjà projetées. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il faut comprendre que la crise sécuritaire, elle part d'abord de l'intérieur des pays qui sont concernés. Et quand vous n'êtes pas en phase avec votre population, quand vous n'êtes pas en phase avec le peuple, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Burkina Faso, sont des facteurs qui, justement, renforcent cette difficulté qu'il y a, ou bien qu'on a aujourd'hui, à juguler véritablement la crise de façon consistante et définitive. Donc, en choisissant ce trio pour piloter des pistes de propositions, de solutions, je crois que c'est une très bonne décision. Maintenant, je voudrais inviter quand même les différents présidents qui se retrouvent dans cette commission ad hoc, je l'appelle commission ad hoc, pour la gestion de crise, à une certaine rapidité, une certaine proactivité pour que ça avance très vite. Parce que plus ça va traîner, on va finir par se retrouver dans une situation de doute à leurs propositions. Donc c'est parce qu'ils ont été ciblés, on a cru en eux, et les gens ont décidé que finalement, ce soit ces individus-là qui, pour moi, hein, ce soit ces personnalités qui soient au devant de la scène. Et je crois, moi j'ai la pleine confiance qu'avec le président Talon décidé, le président Tinubu décidé, et les autres, ça va donner quand même quelque chose de nouveau et de plus dans la gestion de cette crise-là. La présence du Bénin participe d'une certaine légitimité. Est-ce que au regard de ce qui est entrepris en interne par rapport à la lutte contre le terrorisme, les moyens qui sont mis à disposition des forces armées, en tout cas ces forces armées-là qui sont en tout cas en position de combattre et de protéger nos frontières nord, avec les initiatives ici et là et le pragmatisme qu'on connaît au président de la République, on peut dire qu'il a toute sa place dans, en tout cas, ce cénacle qui tend à chercher des solutions pérennes, en tout cas des solutions à mettre sur la table, parce qu'il faut encore que tout le groupe s'en apprivoise et apprécie au moins opportun les pistes de solutions qui sont proposées. Oui, il faut dire dans un premier temps que le Bénin a opté pour une option multilatérale, c'est-à-dire composée avec plusieurs puissances. Ça peut même être les États-Unis, la France, et aussi, pourquoi pas, aussi les pays de la sous-région. Et donc, c'est cette option-là qui permet à notre pays maintenant de jouer un rôle clé
dans la riposte ou bien dans la lutte contre le terrorisme. Le Bénin n'a pas choisi, par exemple, le chemin du Mali qui s'est focalisé uniquement sur la Russie avec les sociétés paramilitaires et autres là. Mais le Bénin a voulu composer avec toutes les forces qui peuvent d'une manière ou d'une autre travailler ensemble pour trouver une solution. Mais dans le développement de mon cher ami, quand il parlait de solutions immédiates, on ne peut pas apporter une solution immédiate et rapide à la problématique du terrorisme. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée, progressivement. Et donc, moi, je ne suis pas dans l'optique d'une certaine délégitimation de certaines juntes au pouvoir, même si d'une manière ou d'une autre, leur arrivée au pouvoir a permis quand même de régler un vide juridique. Et vous savez très bien la nature. Régler un vide juridique ou bien créer un vide juridique? Non, pas créer un vide juridique, parce que les civils qui étaient au pouvoir n'ont pas arrivé réellement à faire face. Ne sont pas arrivés. Ne sont pas arrivés. En fait, ils ont créé un vide juridique parce que c'est maintenant qu'on rédige une nouvelle constitution, qu'on crée des lois, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Donc, oui, ce que moi je défends, qui sont venus créer tout autre chose. Voilà, ce que je défends, c'est que les civils étaient à un niveau donné impuissant. Oui, bon, vis-à-vis de la crise sécuritaire. C'est ce que les militaires ont dit. Et par rapport au djihadisme. Oui. Et maintenant, ils ont profité justement de cette impuissance-là des civils au pouvoir pour pouvoir s'installer. Voilà. Et ils sont en train d'apporter, en tout cas, des solutions. Oui. Alors, la situation du Bénin ou l'option que le Bénin a prise, moi, je suis conscient que cette option pourra aussi d'une manière ou d'une autre être un modèle pour d'autres pays. Et la preuve, le président de la République a été missionné pour rencontrer les trois putschistes et discuter surtout du calendrier, parce qu'il est très important que ce calendrier électoral soit respecté. Et peut-être prévoir un retour des civils au pouvoir. Peut-être que ce sera là la partie la plus difficile. Non, moi je ne pense pas que cela pourrait être difficile, parce que l'engagement politique a été même pris par les trois putschistes. Oui, bon, il y a beaucoup d'engagement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, et donc le respect du calendrier électoral est une condition sine qua non pour que ces trois pays-là puissent continuer pas travailler avec les autres pays dans le Conseil des Nations. Donc vous voyez que ces jeunes-là vont collaborer. Quand on voit la difficulté de notre envoyé spécial, le président Yaïboni en Guinée, à ce que, on va dire la troupe à Doumbouya, en tout cas, respecte au moins les échéances programmatiques qu'eux-mêmes ont établies, on peut se dire que ça va être compliqué. Et ça évolue. Mais où est le respect de la parole donnée? C'est le respect de la parole donnée qui donnera une certaine crédibilité à ces régimes-là. Sinon, on les traitera justement de régimes voyous et ils seront écartés du processus. Et donc, on doit les contraindre à respecter ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Et on a compris à travers le discours de Tinubu que lui, il est très respectueux, rigoureux vis-à-vis de la promesse qui a été faite par ces trois putschistes-là. Et moi, je partage dans cette vision, parce qu'on ne peut pas rester dans une CEDEAO et à double vitesse, s'isoler pour gérer ces problèmes. Je pense que c'est dans un contexte sous-régional et que les problèmes vont trouver des solutions. Voilà, sur cette question, est-ce que vous ne pensez pas que ce sera le principal point d'achoppement, en tout cas la difficulté majeure pour ce groupe, on va dire, ce groupe désigné pour trouver des solutions? Parce que au Mali, on voit déjà comment ça se passe. On parle avant toute chose, on met dans la balance le vote d'un nouveau régime, on va dire, constitutionnel, d'un nouveau bloc constitutionnel. On a vu comment les élections se sont passées. Les gens, en tout cas seulement le Sud a pu voter, le Nord n'a pas pu voter. Demain, le pouvoir en place au Mali pourra trouver d'autres, je ne dirais pas subterfuges, en tout cas d'autres excuses pour ne pas, disons, dérouler le calendrier comme ils l'ont fait. Et on a déjà vu par le passé comment d'autres juntes restent au pouvoir. Et voilà, les militaires quittent la tenue et puis deviennent candidats. Ça peut s'éterniser. Après, est-ce que la CEDEAO peut
comme il le dit, contraindre ces juntes-là à rentrer dans les rangs. Peut-être que mon intervention tout à l'heure n'a pas été vraiment bien structurée, et je la reprends. Et en fait, moi je vois en amont le problème de la délégitimation des justices en place et d'une constitutionnalisation des élections réelles. Avant que les membres de cette commission ad hoc de proposition de stratégie de lutte contre le terrorisme, il faut le dire ainsi, et avant qu'ils puissent réussir cette mission-là, il va falloir régler en amont ce problème interne de chaque État les plus concernés. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que au Mali, c'est les jeunes eux-mêmes qui ont proposé, qui ont établi et élaboré des calendriers. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été suivi. Donc ça veut dire quoi? C'est un obstacle sérieux à l'interne même des pays, à l'intérieur des pays, des différentes nations. Et je vais citer ces nations-là victimes de coups d'État. Il faut l'appeler ainsi. Quand il y a une montée au pouvoir à l'issue d'un coup d'État, il y a forcément une difficulté à mettre en place une stratégie convaincante, multilatérale et unanime pour pouvoir gérer, juguler les crises que le pays a avec l'extérieur. Par conséquent, la Commission et les différents chefs d'État qui ont cette mission de proposer vont devoir régler ce problème-là. En quoi faisant? En fait, je ne crois pas qu'ils vont pouvoir forcer les mains à ces jeunes militaires qui ont les armes. Je ne crois pas. Ce qui a lieu de faire, je crois que c'est une question, c'est plutôt... La CEDEAO aussi a des armes. Non, je le sais, mais l'intervention dans les affaires internes, ce n'est pas le truc là. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est qu'il faut convoquer, il faut mettre en place une certaine commission entre les trois pays, des chefs d'État des trois pays là, pour définir leur stratégie. Oui, les trois travaillent ensemble. Les trois aiment bien travailler ensemble, ils se soutiennent les uns les autres. En s'appuyant justement sur la Russie, bien le Wagner, et consort qui n'est plus qui est là aujourd'hui. Et donc, c'est un problème à régler en amont. Maintenant, l'autre chose que je voulais évoquer, c'est quoi? C'est que la crise, elle est réelle. La crise sécuritaire, elle est réelle. Et vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas trouver une solution immédiate. Je crois qu'il faut définir des stratégies à moyen terme, à long terme. Mais les stratégies à moyen terme là doivent être beaucoup plus prioritaires. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, que vous le veuillez ou non, ça paralyse le système économique et l'envie des nations, des différentes nations, à uniformiser les systèmes de transactions et conso. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le président Tinubu a été mis, je crois, a été mis à la tête de cette chose-là. Donc la réponse doit être immédiate. Maintenant, s'il y a des propositions à long terme, tant mieux. Parce que tant que cela ne va pas, nous sommes dans une situation d'inflation, de crise économique généralisée et le terrorisme en a quelque chose. Il faut trouver des solutions rapides. Des solutions rapides, voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais moi je me dis, est-ce que le problème du terrorisme, ce problème-là ne révèle-t-il pas une certaine défaillance au niveau même du fonctionnement institutionnel de la CEDEAO? Parce que si un chef de l'État d'un pays peut-il intimer des ordres à un autre? C'est ça réellement la difficulté aujourd'hui. Est-ce que c'est une CEDEAO des peuples ou bien une CEDEAO des présidents? Oui, bon, qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais ce que moi je propose, c'est que si les institutions de la CEDEAO fonctionnaient bien, vous comprenez, les institutions pouvaient prendre à bras le corps. Et comme les chefs de l'État sont les garants de la politique intérieure, il aura forcément des solutions qui peuvent être trouvées. Il y a peut-être aussi des sanctions qui doivent être apportées. Moi, je me dis, quand le problème se passe comme ça, où se trouve le président de la commission de la sans vouloir vous arrêter, il y a eu des sanctions de la CEDEAO, tout le monde est tombé sur la CEDEAO, tout le monde a critiqué la CEDEAO. Ah non, pas des sanctions. Vous me dites, la CEDEAO, CEDEAO des peuples, mais ce n'est pas le peuple qui prend les décisions. Il faut bien que des hommes prennent des décisions.
C'est pas la CEDEAO qui a demandé au Mali de renvoyer parce que ça fait partie du cahier de charge aussi de ces 3 présidents, essayer avec le Mali de voir dans quelles conditions le retrait des troupes, y compris des troupes africaines de l'Afrique de l'Ouest, puisse partir dans les conditions les plus acceptables du Mali. C'est pas la CEDEAO qui a demandé au Mali de renvoyer des soldats de l'Afrique de l'Ouest qui sont allés se battre pour eux. Donc à un moment, il faut savoir, soit on veut que la CEDEAO, mais on ne peut pas tomber à chaque fois sur la CEDEAO parce que ce seraient les présidents qui prennent les décisions. Là, c'est du concret. C'est pas la CEDEAO qui a demandé à se retirer du Mali. Je suis tout à fait d'accord, mais arriver à un moment donné, mais on a compris quand même que le peuple a épousé la philosophie des putschistes. Oui, d'accord. Donc ils ont pu recueillir réellement, en fait, ils ont pu recueillir l'adhésion de leur peuple. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc on ne peut pas en vouloir encore aux autres pays de ne rien faire. Vous ne voulez pas d'eux, ils partent. Donc voilà. Donc que le peuple on ne va pas dire ça comme ça, mais que le peuple et sa jeune se débrouille. On peut dire ça comme ça. Ce que je veux pointer du doigt, on ne peut pas en vouloir, on ne peut pas demander la même chose et son contraire à la CEDEAO. On ne peut pas dire, ah non, n'intervenez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça, et après dire, la CEDEAO des peuples, la CEDEAO des machins. Oui, mais quand on parle d'ingérence dans les affaires politiques c'est une violation d'un principe quand même de droit international. Oui, on ne refuse pas. Et c'est ça ce qui bloque aujourd'hui la CEDEAO, même si Tinubu reste sur sa chaise ou sur son fauteuil de shérif et parle, mais c'est libre aux autres de suivre effectivement le mouvement. Mais il faut durcir les sanctions. Il faut forcément durcir les sanctions parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Les sanctions vont contraindre le peuple à demander des comptes rendus justement à leur mandant. Et c'est ça justement. Ça a été fait récemment. Vous l'avez tous critiqué. On l'a critiqué, certes, parce qu'il y avait une propagande derrière qui ça commence à sortir. Faisait de la désinformation. D'accord. J'ai une autre difficulté que cette commission va rencontrer, c'est que les 3 pays concernés, notamment les 3 pays où le poutine est développé là, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, et ont un commun soutien, c'est la Russie. Mais le président de la République du Bénin, et du Niger et du Nigeria ne sont pas forcément dans cette option. D'accord, mais pour le moment, pour être factuel, ils ne sont visibles qu'au Mali, parce que au Burkina et au Guinée, ils ne sont pas, donc on ne peut pas dire que les Russes... Justement, c'est vrai, mais bon, il y a une tendance, en fait... Ils sont visibles au Mali, même si jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir malien ne reconnaît pas leur existence. Mais bon, on les voit quand même. Donc, la difficulté que moi j'entrevois déjà, c'est que quand les propositions seront faites, et on aura besoin de soutien internationaux, et comment cela va se concrétiser, va s'opérationnaliser, ça va être une difficulté. Donc, il y a proposition. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Dans cette gestion, dans la gestion de cette crise-là, sécurité, ce ne sont pas les idées qui manquent. Voilà, on verra bien, on laissera le temps c'est la façon de conjuguer. On verra bien comment ces 3 personnalités arriveront à arrimer, en tout cas à faire converger leurs intentions, leurs propositions pour pouvoir permettre à la CEDEAO d'offrir une porte de sortie déjà à ces pays et de contribuer de façon plus efficace à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons passer à une autre thématique, on va dire qui vous parle un peu plus parce que vous êtes 2 enseignants, et donc à l'occasion du Conseil des ministres de ce jour, le gouvernement a quelque peu précisé les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. Donc, conformément à ces engagements lors de l'organisation de l'évaluation 2019, le Conseil des ministres, à la suite des rapports faits sur le sujet, a également décidé du reversement des enseignants des 2 sous-secteurs ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation, soit exactement 9 051 enseignants sur les 17 810 ayant composé. Donc ainsi, les enseignants concernés possédant le titre de qualification professionnelle requis pour l'accès au corps indiqué seront reversés grade pour grade à compter du lendemain de la date de l'évaluation et sont dispensés du stage probatoire. Quant à ceux qui ne disposent pas de titre de qualification professionnelle, ils seront reversés comme élèves fonctionnaires
et conserveront leur salaire. Et donc, il appartiendra, comme il a de coutume, au ministère concerné de prendre les dispositions appropriées pour, en tout cas, l'organisation de tout cela. Très bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. C'est un engagement pris par l'État qui... oui, c'est une excellente nouvelle. Et il y a encore une cerise sur gâteau. C'est-à-dire que c'est sans un stage probatoire, alors que de par le passé, on exigeait le stage probatoire. Et d'une manière ou d'une autre, le stage probatoire... pour ceux qui possèdent la qualification. Oui, ceux qui confèrent, c'est-à-dire ceux qui ont le BAPES, ceux qui ont le CAP, ceux qui ont le CAPES aussi. Donc... c'est une excellente nouvelle. Vous savez, à l'avènement du régime de la rupture, il y avait cette volonté manifeste de pouvoir améliorer l'offre éducative, et les diagnostics qui ont été posés révélaient qu'il y avait des défaillances au niveau de cette offre éducative-là, et c'est pourquoi le gouvernement a trouvé comme palliatif l'organisation des évaluations diagnostiques. C'est vrai qu'il y avait eu toute une rafale de critiques, mais au finish, les collègues ou les enseignants ont accepté, que ce soit dans le sous-secteur primaire ou dans le sous-secteur secondaire. Ils ont accepté composer. Dans leur immense majorité, il y a eu des résistants. Il y a eu des résistants. Non, pas des résistants, des réfractaires. Bon, d'accord. Résistance, un peu trop connoté politiquement. Ces réfractaires-là, aujourd'hui, avec la clémence et la grâce du chef de l'État, ils sont encore réintégrés. Donc, c'est en cela... on apprécie réellement la posture de père de la nation qu'incarne le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et donc, aujourd'hui, 9051 enseignants vont désormais passer du statut de ACDPE, agent contractuel de droit public de l'État, en agent ou en FE, c'est-à-dire fonctionnaire d'État. Et donc, vous voyez que c'est une très bonne nouvelle. Et ils gardent encore leur grade. Et c'est ce qui fait encore la beauté ou la beauté de la chose. Et donc, cette décision qui est tout à fait prise est une bonne décision. Mais il faut d'abord dire que c'est une catégorie d'enseignants qui est concernée, parce que ceux qui sont admis sur concours ne sont pas encore intégrés. Donc, c'est ceux-là qui ont été recrutés à partir du 1er janvier 2008 qui vont bénéficier de ces mesures. Ceux qui ont été reversés le 1er janvier. Voilà, ceux qui ont été reversés le 1er janvier 2008 qui vont bénéficier. Et d'ailleurs, c'est le moment de saluer les partenaires sociaux, les syndicalistes qui ont travaillé, qui ont collaboré avec l'exécutif pour la réalisation de ces mesures-là. Et nous espérons que le chef de l'État va encore élargir cette mesure vers les autres aussi, ceux de la promotion 2012, 2014 et 2016, dans le sens de l'équité. Oui, c'est une nouvelle à acclamer, à applaudir, à ovationner. Et dans cette décision, à l'issue du Conseil des ministres, là, je vois deux choses. La première, c'est que le gouvernement a décidé d'encourager et de féliciter ceux qui ont accepté en temps de se faire évaluer. Donc c'est une mesure incitative et une mesure d'un père de famille qui encourage les enfants qui sont obéissants. Et en incitant ceux qui, entre-temps, je le dis ainsi... Pas une infantilisation des enseignants. Non, ce n'est pas une infantilisation. Et ceux qui, entre-temps, ont trouvé des raisons pour ne pas se plier, à savoir qu'à un moment donné, il faut toujours écouter le père. Donc, c'est la première lecture de la chose. La deuxième, c'est que c'est une mesure qui montre déjà la volonté du gouvernement à mettre les enseignants dans de bonnes conditions et à leur montrer que le gouvernement pense à eux, qui ne sont pas sur le carreau. Je suis sûr que le gouvernement tient ses engagements. Et justement, et maintenant, M. Winer a soulevé un aspect maintenant sur lequel je voudrais rebondir très rapidement, c'est les autres. Les autres promotions. Les autres, ils sont plus nombreux. Ceux qui ont échoué ou... Non, pas... Bon, ceux qui ont échoué et qui n'ont pas pu atteindre le seuil 10. Parce que le rôle de l'État n'est pas de
de les écarter. Non, pas du tout, parce qu'ils sont toujours utilisés, en tant qu'enseignants. Ils sont assez DPE. Ils sont assez DPE. Ils restent assez DPE. Je suis Même d'accord. ceux qui n'ont pas eu 10. Oui, ils restent assez DPE. Ils restent assez DPE. Ouais. Ils restent assez DPE. C'est-à-dire qu'ils continuent toujours d'opérer en tant qu'enseignants. Ils n'auront pas changement de statut à leur niveau. D'exercer en tant qu'enseignant sur nos enfants. Vous êtes enseignant, c'est pas préoccupant. Maintenant, justement, et je crois que... je parle, ne fuyez pas la question. Ceux qui n'ont pas pu réussir l'évaluation, et continuent d'enseigner, c'est pas un problème. Non, c'est ce que je voulais dire. Ma préoccupation, c'est qu'ils ont acquis une expérience professionnelle déjà. D'accord. Et donc, c'est des gens qui sont déjà dans le système. D'accord. Comment on va les enlever pour former d'autres? Ce n'est pas possible. Ils ont déjà fait plus de 10 ans ou plus de 20 ans d'exercice de ce métier-là. En fait, on ne peut pas évaluer la compétence d'un enseignant par rapport à une évaluation diagnostique. C'est par rapport surtout à cette prestation en classe et ça couvre une période donnée. Donc, l'expérience acquise... Vous disiez le contraire tout à l'heure. Oui. C'est une évaluation, oui. C'est une évaluation, mais est-ce que cette évaluation, s'il vous plaît, est-ce que cette évaluation tient compte de la manière dont les cours sont enseignés en classe? C'est juste une épreuve, et c'est une épreuve qui tient compte d'une certaine connaissance. Je ne serais pas d'accord. Et non pas la prestation de l'enseignant en classe. Je ne serais pas d'accord avec la différence. Mais il faut avoir le niveau pour enseigner. Je ne serais pas d'accord. Déjà. Ah, d'accord. Je ne serais pas d'accord avec M. sur cette question-là. Oui. Moi, je voudrais plutôt dire que, en fait, ceux qui ont échoué à ces tests diagnostiques-là, je crois que le gouvernement ne peut pas les laisser quand même. Il faut une formation, il faut les envoyer en formation. Je crois que c'était une promesse et ça va être tenu, je crois. Mais c'est ça tape déjà. Donc il faut une formation pour les remettre à niveau. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas exécuter une situation d'apprentissage en classe si vous n'avez pas un minimum requis sur papier. Parce que nous sommes dans un pays où le diplôme parle, le niveau et dans la maîtrise des connaissances là, compte d'abord avant de parler des opérations pédagogiques en classe. Donc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, j'ose croire que l'évaluation a été faite dans de bonnes conditions et que les copies ont été réellement appréciées de façon objective avec les critères définis. Et donc, ceux qui n'ont pas réuni les 10, ça veut dire qu'il y a une défaillance, une carence qu'il faut rapidement corriger. Donc, sur cette question-là, je suis... Maintenant, les autres promotions, notamment en 2012, et 2014, 2016, et très rapidement aussi, 2016, oui, 2016. Et il y a aussi les AME. Les AME, très bien. Voilà. Très rapidement aussi, les AME et consorts. Et il faut que l'État trouve des mesures pour que ces différentes promotions aussi, soient quand même comptées parmi ceux qui vont bénéficier des mesures incitatives de l'État. Parce que dans le corps de l'enseignement, il y a cette question de diversification de statut, de disparité de statut qui fait que finalement on a l'impression que certains sont plus privilégiés que d'autres et ça naturellement ça va faire. C'est pas le mérite qui est le juge de paix de tout le monde. Justement pour que le mérite soit le juge de paix, il faut que tout le monde soit traité à la même enseigne. D'accord. Mais bon, cet engagement tenu, c'est dire que le gouvernement l'a promis, le gouvernement l'a fait. Donc pour les autres, pour ceux que vous évoquez également, ça ne saurait tarder. On peut avoir confiance dans la parole de l'État. Et surtout avec les autres, ce ne serait pas le même modus operandi. Parce que ceux qui ont été reversés, ils ont été reversés. Donc c'était pas par concours. Et de par le passé, le gouvernement a reversé aussi des gens qui ont été sur concours. Et là, c'est de manière tacite au fait que ça s'est opéré. Donc ici, le mode opératoire, c'est qu'il faut avoir réuni 10 ou une note supérieure ou égale à 10 pour bénéficier véritablement de ce changement de statut de ACDPE en effet. En fait, la question que moi je me posais et qui est d'ailleurs partagée de tout le monde, c'est que les enseignants voudraient dire que pour évaluer réellement leurs compétences, c'est d'abord le corps d'encadrement, les CP, les inspecteurs qui doivent venir voir réellement le format de l'enseignement qui est donné. Maintenant, si on leur donne une épreuve, bon, il y a des épreuves pour ceux qui sont nantis de diplôme professionnel. Il y en a aussi qui sont nantis de diplôme académique. Est-ce que vous voyez? Donc, pour eux, on ne peut pas
réellement quantifier ou évaluer ou jauger leur niveau par rapport à une épreuve. Ce serait quand ils sont en situation. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait. Oui, d'accord. Les deux vont de pair. Si je ne me trompe pas, en situation, c'est dans la dispensation du cours. Mais là, oui, mais ce qui est demandé, Innocent Godounou, on parle d'évaluation, on parle de faire un débat sur l'évaluation. Mais si on veut vous évaluer, vous êtes professeur d'allemand, il faut bien qu'on évalue ce que si vous êtes en capacité, les connaissances notionnelles. Après, ce que vous dites en situation de cours, ça c'est les inspecteurs, comme vous dites, ceux qui s'occupent de la pédagogie et tout ça, qui sont chargés de venir constater si vous pouvez, si en situation vous dispensez correctement les cours. Donc, je ne vous savais pas contre l'évaluation. Non, je ne suis pas contre l'évaluation. C'est d'ailleurs une très bonne mesure. Je vous titille juste. D'accord, ok, c'est assez. Il y a que dans l'enseignement, pour exécuter un programme dans une salle de classe, on a besoin de 3 compétences au moins. Il y a les connaissances notionnelles, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'université et enseignement supérieur, quel est votre niveau et dans ce domaine-là particulier et propre à vous. Et deuxième, connaissance technique, la méthode même. Et maintenant, on parle de la pédagogie. Donc, et à tout moment, l'État central qui vous a recruté, qui vous paye, et qui vous traite comme des employés, à tout moment, il peut décider de vérifier le niveau d'un enseignant. Ça ne pose pas un problème. Moi, le problème qui demeure toujours un problème sérieux à mon niveau, c'est un problème de généralisation, un problème d'harmonisation et d'objectivation même de ces mesures-là. Parce que, vous savez, au niveau de ces enseignants qui ont été évalués, il y a aussi des vacataires qui étaient évalués, ceux qui avaient accepté dans le temps. Oui, c'était général. Oui, général. Une évaluation diagnostique générale. Maintenant, mais vous il y comprenez, avait ceux qui étaient admis au concours qui étaient exclus du processus. Non, ils avaient été... Non, moi je n'ai pas composé. Ah, peut-être c'est vous. Moi je connais qui. Non. Maintenant, 2014 c'est exclu, 2012, 2014 et 2016. Ceux qui ont été au concours n'ont pas fait l'évaluation diagnostique. Je parle en connaissance de cause. Moi, j'en connais. Il y avait les vacataires et les reversés. C'était les deux. Maintenant, je prends acte, j'évolue. Voilà. C'est-à-dire que vous supposez, vous imaginez que des vacataires d'antan ont été évalués au même titre que les ACE d'antan, et on déclare certains admis, on déclare aussi certains vacataires admis, mais ils vont constater désormais que les autres sont traités. Peut-être que ces deux compas ils seront reversés comme c'est pas le même statut. Les fonctionnaires. Oui, c'est pas deux. C'est pas des vacataires qu'on parle. C'est toujours des ACE. Oui. C'est bon? Oui. Ceux qui n'ont pas de qualification professionnelle. Voilà, ils n'ont pas de qualification professionnelle. C'est eux qui vont être recrutés avec le titre d'élève fonctionnaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand vous prenez ces mesures-là, il faut aller au bout que de créer d'autres sentiments d'injustice à certains niveaux. Parce que les gens ont passé le même test. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes qualifications. Vous ne pouvez pas parler d'injustice. Non, c'est pas la qualification. Non, je sais, c'est pas statut, c'est pas le même statut. Mais par la suite, Monsieur Kaim, vous avez oublié que les tests ont été repris, les tests diagnostiques ont été repris, où on a séparé les choses. Les vacataires ont passé leur test et puis aussi les reversés ont passé leur test. Est-ce que vous vous rappelez? Bon, je n'ai pas souvenir de ça. Ah oui, et justement. Mais qu'est-ce qui a fait aussi, qu'est-ce qui a marqué l'avènement des AME? C'est un test diagnostique qui a sanctionné ça. Je le sais très bien. Et ce test diagnostique-là, les reversés ne l'ont pas fait. Ce n'est pas la même épreuve. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Parce que le statut n'est pas le même. Voilà, au début, on avait rassemblé tout le monde. Mais par la suite, on a serré les choses. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Oui. Allez-y, on finit. Est-ce que vous savez que la première évaluation diagnostique auquel les ACE ont participé, il y a des vacataires d'alors qui ont participé à cela et qui ont été, une fois déclarés admis, considérés comme AME. Vous ne savez pas ça, ils n'ont plus passé les tests qui ont suivi. Il y a ça dans le corps aussi. Donc, il faut quand même accélérer pour que chacun trouve quand même son compte
Et la disparité. la disparité, il faut réduire un peu ça. La disparité des statuts. Justement. Voilà. Mais bon, quand vous parlez d'injustice... Mais il y a un reversement pour les AME qui est en cours aussi. Voilà. Quand qui vous va parlez se concrétiser. Voilà. On peut le souhaiter, comme de toute façon, le gouvernement s'y est engagé. Donc on verra bien pour ceux qui remplissent les conditions, évidemment, qu'on puisse les reverser. C'est tout le mal qu'on le leur souhaite. Nous allons finir rapidement. Oui, très rapidement. Maintenant, est-ce que ce reversement de ACDPE en FE, c'est bon? Est-ce que ça règle vraiment les problèmes de performance de l'enseignement en République du Bénin? C'est le côté administratif. C'est le côté administratif qui est en train d'être réglé. Hein. Oui, tout maintenant, cela, il faut peut-être partir du besoin exprimé, puisque quand on lit le relevé du Conseil des ministres, le diagnostic du secteur de l'éducation avait mis en exergue la baisse continue du niveau des apprenants du primaire comme ceux du secondaire, puis fait apparaître l'insuffisance de professionnalisme de bon nombre d'enseignants malgré les multiples renforcements de capacités dont ils ont bénéficié. En fait, donc on va dire que la solution que cela apporte est que quand vous êtes à CDPE, il y a des concours pour CP, au conseiller pédagogique, que vous ne pouvez pas passer. Et arrivé à un niveau donné, l'État a constaté aussi qu'il y a moins de fonctionnaires d'État. Et il faut forcément trouver ou fournir ou pouvoir cette catégorie-là pour que lors des tests pour l'inspectorat et pour on puisse avoir des produits, on peut avoir des ressources humaines à exploiter. Voilà ce que ça rassurez-moi, parce que là, vous pensez, ça a l'air d'un débat corporatiste, vous pensez à vos différents statuts, mais bon, nous on peut penser oui, que ça améliore l'offre éducative et ça sécurise aussi l'emploi et ça crée une certaine confiance vis-à-vis de l'employeur. Et celui qui a un FE, il est investi en fait d'une nouvelle mission pédagogique désormais et il pourra utiliser ce n'est pas qu'on soit contre vos droits, mais bon, ce qui intéresse ceux qui nous regardent, c'est que ça puisse améliorer le niveau des enfants et puis pallier l'insuffisance des enseignants. Voilà, ça, nous arrêtons sur ce dernier commentaire. Peut-être commenter rapidement un autre sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, la performance de... Vous vouliez en parler, ça vous tient à cœur Oui, la performance des Amazones du Bénin. Ils ont battu les 40 dames. Au stade, Mathieu Kérékou sur le score de 3 buts contre 2, alors qu'ils avaient fait match nul 2-2 à Bissau. Et donc, ils passent le second tour. Elles passent le second tour puisque ce sont des femmes. Hier, on a été véritablement épaté par la prestation. Oui, justement, j'étais... un très bon patriote. Un but matinal des autres, en fait, des Bissau-Guinéennes, et on a vu un réveil au fait de l'équipe béninoise, l'équipe des dames béninoises, avec 3 buts à la clé. Il y a le trio Léa Fachina, il y a Log ici, il y a Nyami. On va apprendre voilà, il y a une réaction. Et puis à la fin, à moins de 5 minutes, il y a eu la réduction du score. On a eu peur, mais on a su gérer. Et donc, mention honorable. Et ça a fait même la joie du ministre des Sports, mais qui était là. Bon, parallèlement, ça vient nous soulager à travers cette élimination précoce de nos moins de 20 ans en Côte d'Ivoire sur le stade Robert Champoux de Makori à Abidjan. C'est les épreuves fatidiques de tir au but. Il faut surtout revenir sur la classe, sur la masterclass de notre gardien de but, Karim, qui a arrêté 3 pénaltys. Malgré ça, Malgré ça, parce que les Béninois n'étaient pas tout à fait vernis, ils n'étaient pas très adroits aussi, ils en ont manqué sérieusement. Et à la fin, le grand Alain Guaméné, qui est une légende du football ivoirien, champion d'Afrique en 1992, est venu saluer la prouesse de notre gardien de but pour lui dire « Vraiment, tu as de l'avenir ». Ah oui, je pense que vous avez de l'avenir aussi en reporter sportif. Justement, parce que il a une maîtrise. Je voulais juste un commentaire, mais voilà, on nous avait fait un compte rendu, comme si nous y étions. Bon, il faut avouer, je n'ai pas pu suivre le match, mais l'information que j'ai là, ça me réjouit. Si on peut y mettre des moyens
Oui, bon, il y a des moyens qui y sont mis. On va dire ça à chaque fois. Il y a des moyens qui y sont mis. On peut y mettre des moyens pour que le football féminin au Bénin aussi soit au sommet, à un niveau où on peut parler de nous. Au moment où les garçons titubent, les femmes peuvent relever le défi. Ah oui. Et le second tour, c'est contre les Black Queens du Ghana. Et ils nous avaient battu 3-0 ici. Donc c'est un match de revanche en perspective. Ça va se jouer. On compte sur vous pour nous. Voilà, on compte sur vous pour nous en faire, pour suivre ce match et nous en faire le compte rendu très prochainement. Avec plaisir. Merci Innocent Winner Goudonou. Je rappelle que vous êtes journaliste et enseignant. Et Daniel Kayintogla, enseignant également. Merci pour vos apports de ce soir. Mesdames et messieurs, vous pouvez revivre cette émission sur notre page YouTube Télé Bénin, notre compte Twitter du même nom, notre compte Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, pardon, notre site internet E-Télé Bénin, et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application E-Télé Bénin. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres développements.